Alors bonjour à tous, aujourd'hui du coup c'est la troisième partie de la satisfaction au travail et aujourd'hui je vais vous parler du coup des conséquences de la satisfaction au travail. Le premier point qu'on va aborder c'est la satisfaction vis-à-vis de la vie en général. Il y a trois formes de relations entre la satisfaction au travail et la satisfaction de la vie en général. La première relation est la relation de débordement. Une satisfaction au travail élevée ou faible engendre une satisfaction de la vie en général élevée ou faible. En fait le travail il peut déborder sur notre vie personnelle et si on est satisfait au travail, en fait ça va pas nous déranger plus que ça. Le deuxième type de relation, c'est la relation de segmentation. On entend par là que la vie privée et le monde au travail sont deux choses complètement différentes. Elles sont donc segmentées comme s'il y avait un mur. En mode, vous quittez le travail, c'est fini quoi. Le travail n'existe plus, vous avez votre vie en dehors de ça. La troisième relation, c'est la relation de compensation. Dans ces cas-là, on va compenser l'une des situations par l'autre. Dans le sens où, si mon job est insatisfaisant, je vais essayer de compenser dans la vie réelle. Donc je vais essayer de trouver tout ce qui pourrait faire en sorte que c'est pas grave si mon job est à chier, et inversement aussi si ma vie réelle, enfin ma vie en dehors du travail est nulle à chier, je vais compenser dans le travail. Donc je vais tout mettre mon énergie dans le travail pour me dire ok ma vie elle est à chier mais c'est pas grave, mon job il est génial, genre le temps que je passe là-bas il est super. Par exemple les gens qui sont en burn-out parental vont se réfugier dans le travail justement parce que leurs enfants ne sont pas là, parce que tout le burn-out ils ne peuvent plus assumer leur rôle de parents, donc ils ont une relation compensatoire avec leur travail. Ça peut être aussi inversement, j'ai un burn-out professionnel, je vais regarder tout ce qu'il y a en dehors. Vous avez capté le système. Il y a eu une étude de Jude et Watanabe qui du coup a un peu fait des recherches pour savoir au niveau de la population de manière générale quel type de relations étaient les plus investiguées par les gens. Donc elle s'est déroulée aux USA en 1994. Les résultats qui sont sortis de cette étude, c'est que 60% des travailleurs avaient une relation de débordement, du fait que le travail débordait sur leur vie personnelle. C'est ce qui est le plus classique. Il y a 20% des personnes aux États-Unis en 1994 qui avaient une relation de segmentation. Donc une personne sur 5 considérait que dès qu'elles sortaient de leur boulot, c'était leur vie de tous les jours et le boulot n'existait plus. Et inversement, dès qu'elles sont au boulot, la vie extérieure n'existe pas. Et 12% des travailleurs aux USA en 1994 étaient dans des relations de compensation, où ils compensaient l'un ou l'autre aspect de leur vie, soit par le travail, soit par la vie personnelle. Pour l'Europe, malheureusement, on n'a pas de résultat. Ou en tout cas, peut-être qu'on en aura un jour, mais actuellement, c'est pas le cas, ou s'il y en a, ils peuvent pas encore être pris en compte. Il faut souvent une certaine durée pour voir dans le temps si c'est stable. En accord avec les relations de débordement, les recherches montrent que la satisfaction au travail et la satisfaction de la vie de manière générale sont significativement corrélées. Parce que notre job, en fait, est une partie significative de notre vie. Donc, en clair, une satisfaction au travail, en fait, si on est heureux au travail, si on prend la relation de débordement, si tout se passe bien au travail, notre satisfaction de la vie de manière générale, elle va être ok, dans le sens où tout se passe bien dans notre travail, tout se passe bien dans ma vie, parce que c'est une partie significative de ma vie. Par exemple, moi là, j'ai pu remarquer qu'en stage, je passe clairement ma vie de là-bas. Genre ma seconde vie, c'est en fait quand je rentre chez moi, mais parce que j'y passe, soit je suis sur la route, ça me prend quand même, on va dire, s'il n'y a pas d'embouteillage, ça me prend 2 heures sur la journée, ou si j'ai pas de problème de train, on va dire minimum 2 heures sur une journée. Je suis là-bas de 8h30 jusqu'à 17h, et voilà, donc le temps de route, quand je rentre, je mange, je me lave, et puis je suis prête à aller au lit. C'est très rare que je fasse autre chose parce que je suis crevée. Et donc c'est clairement une part significative de ma vie. Actuellement en tout cas, je retourne aux études à la fin du stage. Mais donc vous voyez bien, le travail ça reste quand même une grosse part de notre existence. Plus on est satisfait au travail, plus on sera satisfait de notre vie de manière générale. Voilà, je me suis beaucoup répété, mais vous avez capté normalement... là où je voulais en venir. C'est le premier point de conséquence que pouvait apporter la satisfaction au travail. Comme je vous ai dit avant, on avait cette étude de Lasaldano et Minuski. Donc, pour parler de la performance au travail. Le postulat de base, c'est donc le lien entre la satisfaction au travail et la performance qu'on va du coup effectuer au travail. Comme je vous ai dit, on parle du principe qu'un employé heureux est un employé productif. Ils ont quand même relevé une corrélation de 0,17 par rapport à cette corrélation, ce qui est très faible. Une personne nommée Organ a estimé que la performance au travail est définie en fait de manière trop restrictive. Selon lui, la performance au travail, elle consiste en deux choses. La performance in-role, en fait, c'est ce qui est décrit dans une description de fonction et évalué annuellement. Donc en clair, c'est sur le papier. La performance in-role, c'est tout ce qui a été mis sur le papier, en quoi consistait le job. Et après, on a la performance extra-role, ou ce qu'on peut appeler le comportement de citoyenneté organisationnelle. C'est beaucoup plus long. Donc c'est ce qui n'était pas écrit en fait dans cette description de rôle, et ça va en fait au-delà
de ce qui était noté. Donc au-delà de ce qui est demandé en fait par ce job. Donc en clair, on reprend le truc de base, un employé heureux. Un employé heureux donc sera productif au travail, en théorie. Et en fait, cette personne organe avec une autre personne qui s'appelle Ryan, RYEN, ont relevé qu'en fait la satisfaction au travail, elle était corrélée positivement, enfin avec du coup avec Extra Role Performance. Judge, Torreson et Bono ont refait une méta-analyse par rapport aux résultats que les autres avaient trouvés, et donc ça a amené encore plus d'études. Et là, ils sont arrivés à une corrélation en fait de 0,3 entre la satisfaction au travail et la performance au travail, telle que classiquement en fait définie. Et il y a une corrélation en fait plus élevée pour les jobs complexes, car il y a une plus grande autonomie. Et donc la latitude en fait pour la personne à agir, elle est plus élevée. Et on revient un peu à ce qui a été dit précédemment, mais ce qui fait que vu que la personne a énormément d'autonomie dans son job, étant donné qu'il est plus complexe, elle est plus satisfaite au travail à cause du fait qu'elle se contrôle sur la manière dont elle va travailler. Et voilà, c'est ce qu'on pourrait dire de gros pour la performance au travail. J'espère que ça a été assez clair pour vous, parce que j'avoue que pour moi ça a été aussi une partie qui est un peu plus complexe à expliquer, étant donné que moi dans mes cours il y a toutes les études avec tous les chiffres, donc j'ai essayé de faire ça de manière plus claire pour vous, mais j'espère que ça l'a été, et sinon merci de m'avoir écouté quand même. Une troisième conséquence vis-à-vis de la satisfaction au travail, c'est les comportements de retrait. Dans les comportements de retrait, on entend par là en fait le turnover, l'absentéisme, etc. Je suppose il y a d'autres choses. En fait, dans les recherches, on voit principalement des corrélations consistantes négatives et un peu faibles entre la satisfaction au travail et l'absentéisme turnover. Donc plus ou moins moins 0,25. Donc bien que les corrélations du coup soient faibles et négatives, elles sont significatives entre la satisfaction au travail et d'autres comportements de retrait. Par exemple, au fur et à mesure que le temps passe, notre satisfaction au travail, elle peut diminuer ou augmenter. Si elle diminue, en fait, on va tenter de changer d'organisation. On peut être tenté de changer de boulot, de changer de secteur en fonction du boulot, de changer d'endroit pour travailler. Et ça équivaut aussi à un comportement de retrait, dans le sens où on quitte notre organisation de base. On peut aussi voir ça, par exemple, avec l'effet lune de miel. Par exemple, quand on arrive dans un nouvel endroit, une nouvelle situation, tout est beau, tout est rose, comme après un mariage, donc une lune de miel. Bien sûr, on part du principe que la lune de miel, c'est heureux. Il y a après ce qu'on appelle l'effet hangover. C'est l'effet gueule de bois. Dans le sens, on se réveille, mais de manière brutale. Et en fait, c'est désagréable parce qu'on commence à voir toutes les choses qui nous plaisent pas dans cette organisation. Alors qu'au départ, tout était rose. Et la dernière conséquence de la satisfaction au travail dont je vais vous parler, moi, c'est la réponse à l'insatisfaction. Pourquoi, quand on est insatisfait de notre travail, en fait, on adopte des comportements différents. En fonction des personnes, on a tous un comportement qui va être différent. Ouais, je vais le dire autrement, en fait, en fonction de notre insatisfaction au travail. Dans le principe, on pourrait se dire que je n'aime pas mon travail, je démissionne, je passe à autre chose. Mais dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Dans le sens où aussi, c'est pas forcément très réaliste. On peut pas forcément tous quitter notre job comme ça parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Il y a des fois des conséquences dans le sens salaire, responsabilité. On n'est pas dans les Sims où juste on quitte son job, on appelle au téléphone et on a un nouveau job. C'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. Et du coup, il y a le modèle EVLN qui essaye en fait d'expliquer ces réponses à l'insatisfaction. Donc on entend par là, E c'est exit, V c'est voice, L c'est loyalty et N c'est neglect. Je sais pas comment on le dit, mais voilà. Et en fait, la réponse à l'insatisfaction, elle varierait en fonction de notre personnalité et de la situation, condition dans laquelle on se trouve, bien sûr. Je vais essayer de vous montrer en fait mon petit schéma, ce sera peut-être plus simple. Vous pouvez voir ou pas? Genre, vous voyez, ça donne à peu près ça, c'est sûr. Ça fait donc, c'est sur 4 parties. On peut prendre du coup, voilà. Je sais pas si j'arriverai à vous le remettre à l'écran, mais du coup, dans le premier, on va dire, premier quart, ici, on a loyauté. Donc dans loyauté, donc on est loyal envers notre entreprise. On va attendre que les conditions s'améliorent parce qu'on garde l'espoir dans le sens où ça fait longtemps qu'on est là, j'ai pas forcément envie de changer d'entreprise, avant ça allait bien, donc on est loyal en fait. Mais ça fait aussi qu'on devient juste passif parce qu'on attend. On attend que ça change, mais on fait rien, donc on est juste là et on espère. Ce qui n'est pas plus mal, enfin, c'est pas... Il n'y a pas un comportement, en fait, qui est plus dérangeant que l'autre, hein, c'est juste une façon d'agir. Voilà, on pourrait dire, du coup, oui, qu'on est passif et en même temps constructif, dans le sens où on va peut-être essayer de... on va rester là, avoir de l'espoir, et on part pas, quoi. Après, à côté de loyauté, on a ce voice. Dans le voice, en fait, on va essayer d'améliorer les choses. Parce qu'on a envie d'améliorer la situation. Donc on devient actif dans le sens où on va s'exprimer, on va essayer de faire quelque chose, et on est constructif dans le sens où on améliore les choses dans le meilleur des cas. Mais on essaye en tout cas. En dessous de voice, on a exit. Donc exit, sortie, on quitte l'organisation. Quand on est dans ce cas-là, nos comportements vont faire en sorte qu'on quitte l'entreprise. Parce que c'est ce qui va être démontré via nos comportements, c'est qu'on veut se casser. Donc actif, on décide de partir de nous-mêmes, ou on est dans une catégorie qu'on peut estimer de destructif. Ah voilà, on n'est pas constructif quoi.
Parce que l'organisation, en fait, devra chercher quelqu'un pour nous remplacer. Et à côté d'exit, donc ici, en dessous de loyauty, on a neglect. On laisse, en fait, les comportements s'empirer, on fait rien du tout, on est négligent, si je peux dire. Parce que on va du coup juste aggraver nos conditions, parce qu'on est négligent, enfin on ne fait plus rien. C'est pas juste on continue de faire notre job. Donc en un sens, on est actif parce qu'on empire les conditions en étant négligent, mais on est destructif pour l'entreprise. Et un peu pour nous-mêmes, je présume. En fait, dans les comportements neglect et exit, si vous avez fait attention au petit schéma, en fait, il y a un rond rouge qui est entouré pour dire qu'en fait, dans ces cas-là, on a peu ou quasiment pas de productivité. La conclusion de la satisfaction au travail, comme je vous ai dit, la satisfaction au travail, ça a été un des sujets les plus étudiés et encore étudiés actuellement, parce que nos conditions changent tout le temps, le monde avance. Enfin, voilà, il y a de nouvelles choses qui sont entrées en vigueur, comme par exemple le télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui est assez récent, on va dire, dans le monde du travail, et dont les entreprises pour certains, n'ont même pas encore pensé à comment faire face à ça. La satisfaction au travail, elle a donc d'énormes importances au niveau de la performance au travail et des comportements de retrait, dans le sens, si on est satisfait, on va pas forcément avoir des comportements de retrait, ou notre performance au travail, elle peut augmenter, comme je vous ai dit. Et pourtant, dans des entreprises, actuellement, c'est pas toujours le cas, quoi. C'est toujours pas pris en compte. La satisfaction au travail, elle est encore rarement considérée. Je vais pas vous citer de noms d'entreprises que je connais et que j'en ai pu voir en cours, que, en tout cas, à ce moment-là, au moment où les études ont été faites, les conditions n'étaient pas top. Pas on faisait qu'on m'accable de quelque chose. Mais voilà, je pense, si vous faites des recherches par vous-même, vous pouvez regarder ou trouver en tout cas des entreprises où c'est pas top niveau conditions de travail et pas besoin d'aller aussi loin. Dans mon cas, par exemple, je peux très bien en trouver pas si loin de moi qu'en Belgique, il y a quand même des entreprises qui ne prennent pas en compte la satisfaction au travail. Enfin, je dis entreprise, mais organisation, ça peut comprendre n'importe quel job. Mais là où nous, du coup, les psychologues, et on peut intervenir, c'est qu'en fait, on peut conscientiser que on peut du coup on peut apprendre aux employeurs que certes, les valeurs d'une entreprise, c'est super, c'est génial, et c'est encore mieux quand elles sont respectées, mais la satisfaction au travail et le bien-être au travail, c'est aussi important. Il n'y a pas que les valeurs à prendre en compte. Malheureusement, les recherches en fait sur la satisfaction au travail actuellement sont encore très peu consultées et donc très peu considérées, comme je vous ai dit. Par exemple aussi, un des exemples qui a été cité dans mon cours, c'est qu'actuellement, on ne va jamais parler de satisfaction au travail, on va parler de bonheur au travail, comment être heureux dans son travail. Ça ne veut pas pour autant dire que notre satisfaction au travail sera élevée, c'est juste qu'on pourrait croire qu'on est heureux au travail. Voilà, c'était la satisfaction au travail, donc c'est la fin de ce chapitre. Prochain chapitre, on verra donc dont moi je vais vous parler dans une prochaine vidéo, ce sera la justice organisationnelle. Sur ce, je vous laisse dans une prochaine vidéo. Vous connaissez le truc, si vous avez aimé, mettez un j'aime, un commentaire, s'il y a des points d'amélioration que je peux faire. Mais n'hésitez pas à me le dire, s'il y a des choses que vous voudriez voir un peu plus approfondies, si c'est dans ma possibilité de le faire, j'envisagerai de le faire ou je le réaliserai. Enfin, voilà, abonnez-vous, tout ça. À bientôt, salut.